Environ 20 étudiants, moi y compris, de mon université ont participé à un programme d'études à l'étranger, en France, l'été dernier. Nous avons passé une semaine à Paris avant de partir pour la ville, où se trouvait l'université. La majorité du groupe a obtenu un tarif de vol de groupe pour Paris via l'université, tandis que d'autres ont pris des vols séparés. La seule exigence était d'être à Paris le jour du départ vers notre université. La plupart d'entre nous sont arrivés le 3e jour de notre voyage à Paris, sauf mon amie Amanda. Naturellement, nous étions tous inquiets pour elle, car son téléphone ne fonctionnait pas. Elle ne pouvait nous donner des nouvelles que par Facebook, chaque fois qu'elle trouvait du Wi-Fi gratuit, ce qui n'était pas fréquent. Son vol avait été retardé environ 6 fois. Un jour de plus est passé et nous n'avions toujours pas de nouvelles d'Amanda. Nous étions tous vraiment angoissés à ce moment-là, car nous n'avions aucun moyen de la contacter. Au 5e jour, nous n'avions encore rien entendu d'elle. Nous avions tous une excursion à vélo prévue ce matin-là dans la ville et une promenade en bateau sur le fleuve dans l'après-midi. Nous ne sommes donc pas rentrés à l'hôtel avant environ 19 heures. Quand je suis arrivé, Amanda dormait dans notre chambre. Bien sûr, on nous avait attribué des colocataires. Je l'ai réveillée et lui ai demandé où diable elle avait été. Elle m'a raconté que lorsque elle est enfin arrivée à l'aéroport, elle était exténuée et sans argent. Elle avait eu plusieurs escales et avait pratiquement dépensé tout son argent en nourriture. De plus, sa carte bancaire ne fonctionnait pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aéroport Charles de Gaulle, il est immense. À moins d'avoir une carte ou de comprendre parfaitement le français, on s'y perd facilement. Elle s'y est donc retrouvée perdue, sans argent, fatiguée, affamée, traînant 3 grosses valises. Alors qu'elle était assise dans le terminal, un homme séduisant s'est approché d'elle et a commencé à lui parler dans un anglais parfait. « Tu as l'air fatigué. Tu as besoin d'un taxi pour ton hôtel. » Premier drapeau rouge. Quel chauffeur de taxi quitte sa cabine pour entrer dans l'aéroport et chercher un passager? Sans réfléchir, elle lui a dit « Oui, merci, je suis épuisé. » Il a souri, a pris l'un de ses sacs les plus lourds et lui a demandé de le suivre. Elle l'a suivi et il l'a conduite à un ascenseur. Deuxième drapeau rouge. Elle se trouvait déjà au niveau de la rue, là où les taxis récupèrent les passagers. Elle est entrée et il a appuyé sur le bouton du sous-sol. Il a passé un appel téléphonique, parlant en français, qu'elle ne comprenait pas très bien car elle était paniquée. Elle a commencé à avoir peur. Quand les portes se sont ouvertes, ce n'était pas un parking normal, mais une sorte d'aire de service pour les employés, sombre et humide. Comme elle l'a décrit, quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. L'homme est sorti en premier, s'est retourné vers elle en souriant et a dit « Viens en français ». L'a fait quelques pas et a vu, dans le coin le plus éloigné, un van vert, sans plaque d'immatriculation, un coffre ouvert. Un homme très grand, au visage effrayant, d'origine moyen-orientale, est sorti du siège conducteur. À ce moment-là, elle a compris qu'elle était en danger. Mais elle ne voulait pas l'alerter, qu'elle comptait s'enfuir. Il n'y avait personne en vue, donc crier ne servirait à rien. Mais la porte de l'ascenseur était encore ouverte. Elle a rapidement posé l'un de ses sacs au milieu de l'entrée de l'ascenseur et a dit à l'homme souriant qu'elle devait récupérer son portefeuille dans ce sac. Il l'a regardé sévèrement pendant 1 minute, puis lui a tendu le sac. Elle m'a dit qu'elle l'avait alors poussé au sol avec le poids du sac, puis s'était précipitée dans l'ascenseur. Il s'est relevé et l'a poursuivi. Elle m'a dit « Fille, j'ai appuyé sur tous les boutons de l'ascenseur. Les portes se sont refermées juste à temps. » Elle l'a entendu cogner pendant qu'elle remontait au niveau de la rue. Elle est sortie à la zone de prise en charge des taxis et a fondu en larmes. Un policier s'est approché, elle lui a tout raconté et il l'a raccompagnée à l'hôtel. En chemin, il lui a expliqué que ces hommes faisaient probablement partie d'un réseau de traite sexuelle. Ils ciblaient les jeunes femmes arrivant des États-Unis, identifiées grâce aux étiquettes de leurs bagages, partant du principe que les Américaines sont plus confiantes. Je devais une faveur à un bon ami du lycée. Alors il m'a demandé de venir chercher sa mère, son petit frère et lui à l'aéroport, puis de les conduire à leur nouvelle maison un week-end. Ils avaient été à l'étranger pendant plusieurs mois et étaient en train de déménager.
Ils avaient donc loué une maison dans un quartier vraiment dangereux, probablement juste un endroit, pour entreposer leurs affaires. J'ai attendu à l'aéroport plus de 3 heures car leur vol avait été retardé. Vers 4 heures du matin, on a enfin tout chargé dans la voiture. J'étais épuisé, mais je devais les conduire chez eux. Ce qui prenait environ 45 minutes, puis 1 heure de route pour rentrer chez moi. Je me suis mentalement préparé pour un long trajet et j'ai bu une canette de Red Bull pour rester réveillé. En sortant du parking de l'aéroport, une petite voiture bleu foncé a commencé à nous suivre. Je n'y ai pas prêté attention, elle gardait ses distances. Cependant, après plusieurs mauvais tournants, aucun de nous n'avait de GPS et on me donnait les directions de mémoire. J'ai remarqué que cette voiture était toujours derrière nous. Lentement mais sûrement, je me suis dit que c'était une étrange coïncidence. Mais j'ai gardé ça à l'esprit. Finalement, nous sommes arrivés près de leur quartier, dans une des pires zones de la ville. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge, et j'ai regardé dans mon rétroviseur 2 hommes, l'un avec une silhouette imposante, l'autre secouant la tête, comme s'il essayait de se débarrasser de quelque chose autour de son cou. Ils avaient maintenant toute mon attention. Pourquoi diable nous suivaient-ils toujours? J'espérais que ce n'était qu'une coïncidence stupide, que mon cerveau, privé de sommeil, me rendait paranoïaque, jusqu'à ce qu'ils nous suivent jusqu'au quartier. Impossible, me suis-je dit à haute voix, assez fort pour réveiller mes passagers. Je les ai mis au courant, mais ils m'ont ignoré. Je n'allais pas prendre de risques. Accrochez-vous, leur ai-je dit. On est arrivé à un stop et j'ai soudainement accéléré. Mon SUV a commencé à zigzaguer dans les rues, et effectivement, ils essayaient de nous suivre. J'ai changé de rue rapidement, et à plusieurs reprises pour les semer. Une voiture arrivant en sens inverse les a obligés à freiner, ce qui m'a permis de prendre de l'avance et de les perdre de vue. Une fois cela fait, j'ai encore pris plusieurs virages pour m'assurer de les semer. C'était un grand quartier, et je me suis garé dans une allée au hasard. J'ai coupé le moteur. 1 minute plus tard, la voiture est passée à toute allure dans la rue. La famille était tendue maintenant. Me disant simplement de rentrer chez moi, je leur ai dit d'attendre 1 seconde. La voiture est repassée dans la rue, plus vite qu'avant. J'ai attendu jusqu'à ne plus voir ses phares ni entendre son moteur avant de rallumer le mien et de continuer vers notre destination. Beaucoup de tapes dans le dos de la famille. Nous sommes finalement arrivés à leur maison et avons déchargé toutes leurs valises sans problème. Ils étaient épuisés, mais j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller la maison jusqu'au lever du soleil, pour m'assurer que ces types n'avaient pas retrouvé ma voiture. Je suis parti vers 8 heures du matin, prêt à retourner dans mon lit et dormir. Je ne dois plus aucune faveur à mon ami. L'été dernier, ma petite sœur et moi sommes allés rendre visite à des proches et à des amis dans un autre état. À ce moment-là, ma sœur avait 16 ans et moi 18. Pour vous donner un peu de contexte, ma sœur et moi nous ressemblons beaucoup, mais on dit souvent qu'elle paraît plus âgée que moi, comme si elle avait la vingtaine. Elle me dépasse d'environ 13 centimètres. Nous sommes toutes les deux très bruyantes et énergiques, surtout quand nous sommes ensemble. Nous sommes arrivés à l'aéroport local et, bien sûr, nos parents étaient inquiets. Ils nous ont dit au revoir et nous ont laissé partir. Notre aéroport est assez petit comparé à la taille de la ville où nous vivons. Ma sœur et moi avons trouvé notre porte d'embarquement et avions au moins 1 heure d'attente, car notre vol avait été retardé à cause d'un atterrissage d'urgence pour un passager à bord. Nous étions presque seuls dans la zone. L'aéroport n'est vraiment pas grand. Une fois que vous passez la sécurité, vous tournez à gauche vers certaines portes et à droite vers les autres. Il y a quelques boutiques et restaurants entre les 2 zones. Nous étions à la porte la plus proche des restaurants, avec 3 portes au-delà. Les portes B et C, nous étions à la porte A. Nous étions assises seules. Notre vol ne comptait pas beaucoup d'autres passagers et nous étions arrivés extrêmement en avance. Il y avait environ 150 sièges libres autour de nous. J'étais assise par terre à charger mon téléphone en regardant Netflix. Et ma sœur était dans un fauteuil à côté de moi, faisant la même chose. Un homme étrange, plus âgé, s'est assis juste en face de nous. Tous les autres sièges autour de lui étaient vides. Il me faisait penser au tueur du film La nostalgie de l'ange, mais en beaucoup plus maigre.
étrangement maigre. Ma sœur et moi parlions entre nous tout en regardant nos séries et en écoutant les annonces concernant notre vol. Nous plaisantions, comme toujours, et chaque chose qu'on disait semblait faire rire ce type. Je veux dire, je sais que nous sommes drôles ensemble. Mais il riait même quand je disais des choses banales comme « Tu veux de l'eau ?» ou « C'est long ?» comme si c'était des blagues. Personnellement, je suis très alerte et je deviens facilement paranoïaque, surtout parce que je lis souvent ce genre d'histoire. Je suis toujours consciente de mon environnement. J'ai donc gardé un œil sur cet homme, car il fixait surtout ma sœur. J'étais en train de regarder Netflix quand ma sœur m'a envoyé un message, disant qu'elle pensait qu'il prenait des photos d'elle. J'ai été un peu choqué, sous le coup de la surprise. Je lui ai répondu par texto « Tu es sûr ?» Et elle m'a dit que oui. C'est là que mon mode grande sœur protectrice folle s'est activé. Ma sœur et moi sommes extrêmement proches. Je donnerai ma vie pour elle, et je ne tolère aucun comportement déplacé. Elle non plus, d'ailleurs, elle est très courageuse, mais je pouvais voir qu'elle était effrayée. Dès que j'ai levé les yeux pour confronter cet homme, il s'est levé et s'est éloigné. Il avait l'air sur le point de s'effondrer. Je me suis tourné vers ma sœur et lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle était sur son téléphone. Elle levait les yeux et l'a vu avec son téléphone incliné directement vers elle. J'ai dit « Bon, peut-être qu'il ne prenait pas de photos ». Mais elle m'a assuré qu'elle le savait rien qu'à sa façon d'agir, comme une ado qui essaie de prendre une photo en cachette d'un garçon mignon, mais sans être du tout discrète. Après avoir parlé avec elle, j'étais furieuse. Qui prendrait des photos d'une fille de 16 ans? Je me suis levé et j'ai marché vers les portes dans la direction qu'il avait prise. Finalement, je l'ai vu appuyé contre le mur à côté des toilettes, hommes et femmes. Je suis entré dans les toilettes des femmes, en essayant de ne pas me faire remarquer. Je te jure que pendant que j'entrais, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de son téléphone et mon cœur s'est arrêté. C'était une photo agrandie du visage de ma sœur. C'était indéniable. Il a levé les yeux, a croisé mon regard, a rangé son téléphone dans sa poche et est entré. Rapidement dans les toilettes pour hommes, je suis immédiatement retourné auprès de ma sœur. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, et nous avons envoyé un message à notre mère. Elle a paniqué et nous a dit de prévenir le personnel et de chercher un agent de sécurité. Nous avons attendu qu'il ressorte des toilettes, mais il ne l'a jamais fait. Alors nous nous sommes dirigés vers la sécurité pour leur raconter ce qui s'était passé. Le plus étrange, au-delà du fait qu'il prenait des photos, ce fut qu'au moment de monter dans l'avion, ma sœur et moi avons constaté que cet homme n'était pas à notre porte d'embarquement. Il n'était même pas sur notre vol. Il était juste resté là, assis en face de nous, à prendre des photos de nous, pour aucune autre raison que celle d'être un pervers. Au mois de mai, j'étais en voyage à Jacksonville, en Floride. Nous avons dû faire une escale à Twin Cities. Pendant que ma grand-mère et moi attendions pendant environ 3 heures, j'ai décidé d'aller acheter une pizza et un thé. Je ne suis pas très familier avec l'aéroport de Twin Cities, surtout parce que les fois où j'y suis allé auparavant, j'étais assez jeune. J'ai commandé un thé dans un kiosque et une part de pizza, hawaïenne dans le restaurant juste en face. Je me suis assis pour manger et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes courriels et aller sur Tumblr. Environ 10 minutes plus tard, un homme qui ressemblait à Sammy, Shaggy, du film, Scooby-Doo en version réelle, s'est assis juste en face de moi. Me fixant, je lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Il m'a simplement répondu « Je n'y peux rien, tu es si belle. J'adorerais te faire visiter la ville. » Je lui ai dit que j'étais mineur. Il a répondu « Personne n'a besoin de le savoir. Allez, viens. J'ai un chien que tu peux avoir. » Après cette phrase, j'ai couru jusqu'aux toilettes les plus proches et j'ai réfléchi à quoi faire. Peut-être qu'il ne se rendrait pas compte que je m'étais réfugié dans les toilettes, me suis-je dit. Je pensais aller simplement raconter à ma grand-mère ce qui s'était passé, et elle s'en occuperait. Malheureusement, j'ai mal pensé. En sortant des toilettes, je suis tombé nez à nez avec sa tête dégoûtante. Il m'a dit « Où étais-tu ?»« Allons-y, maman est inquiète pour toi. » Je lui ai répondu que je ne savais pas de quoi il parlait. « Oh, ne sois pas stupide, ma chère petite sœur. Maman nous attend, viens. » C'est là que j'ai compris ce qu'il essayait de faire. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de crier et de dire « Lâche-moi !»
Il a fait un geste pour que je baisse la voix. Je lui ai écrasé le pied et j'ai couru. J'ai immédiatement informé la sécurité et ils l'ont escorté hors de l'aéroport. Je suis un homme de 20 ans et j'ai pris l'avion dans novembre dernier afin de retrouver des membres de ma famille. C'était la première fois que je voyageais seul vers l'Inde. Malgré les avertissements de ma famille, je n'étais pas inquiet car je sais parler et comprendre l'hindi, même si c'est assez mauvais. De plus, je pensais que mon apparence m'aiderait à m'intégrer, car je peux passer pour un Indien. J'ai atterri à l'aéroport international, puis j'ai dû me rendre au terminal domestique, une procédure standard. Même si cela m'a semblé étrange qu'un aéroport aussi fréquenté ait un tel système. J'ai réussi à prendre le bus. Maintenant, vous devez sûrement penser que le bus était faux. Mais non, ce n'était pas le cas. Je suis bien arrivé au terminal domestique. En attendant de débarquer, j'ai vu des personnes en uniforme d'aéroport vérifier les cartes d'embarquement. J'ai donc sorti la mienne pour la montrer à l'un d'eux. Il m'a jeté un regard perplexe, l'a scanné à nouveau, puis m'a dit que mon vol ne partait pas avant 4 heures, ce qui était vrai. Mais je pensais que je pourrais simplement me détendre dans l'aéroport. Il m'a dit que je devais prendre un taxi et retourner au terminal international, car on ne me laisserait pas entrer dans le terminal domestique à moins que mon vol ne parte dans moins de 2 heures. Évidemment, je n'allais pas payer un taxi pour revenir, et je ne comprenais pas pourquoi l'aéroport refusait de me laisser entrer. Mais en pensant à tous les autres protocoles étranges que j'avais déjà vécus dans les aéroports indiens, comme devoir récupérer mes bagages à Mumbai et les enregistrer à nouveau dans un autre coin du terminal, ou encore ce fichu bus entre 2 terminaux du même aéroport, j'ai pensé que c'était peut-être juste une autre de leurs bizarreries agaçantes. J'ai accepté et j'ai marché avec cet homme jusqu'au parking. Il me demandait d'où je venais et ce que je faisais en Inde. Juste une conversation amicale, pensais-je. Mais j'étais trop fatigué et trop timide pour essayer de lui répondre en hindi. J'ai continué à lui dire que je ne paierais pas le taxi et que je n'avais pas d'argent sur moi, juste pour m'assurer qu'il ne tente pas de m'arnaquer. Il a hoché la tête et m'a conduit vers une voiture qu'il m'a dit être un taxi. Or, en regardant des films bollywoodiens, je sais à quoi ressemblent les taxis de Mumbai. Noir et jaune, d'un modèle bien reconnaissable, ce taxi-là était une voiture grise ordinaire, sans aucun signe pouvant le faire passer pour un taxi de Mumbai. Autour du véhicule, un groupe de types au regard louche me fixait avec insistance. Je me suis senti un peu mal à l'aise et j'ai reculé, pendant qu'ils parlaient entre eux. Heureusement, l'homme qui m'avait conduit là ne savait pas que je comprenais l'hindi. Et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. C'est un bon petit bonbon. On va bien s'amuser avec lui. T'as ramené un bon. Assure-toi qu'il ne s'échappe pas. Terrifié, j'ai commencé à transpirer et à trembler. Je sais que chez moi, certains disent que j'agis parfois un peu efféminé et que je flirte sans m'en rendre compte. Mais je n'avais jamais imaginé qu'un groupe des hommes indiens aurait quelque intérêt pour moi. À part peut-être pour me soutirer de l'argent. Visiblement secoué, j'étais totalement sans voix et je n'avais aucune idée de comment sortir de cette situation. L'homme avait mon billet d'embarquement en main et la porte de la voiture était ouverte. Puis, une idée m'est venue. Je lui ai dit en anglais « Est-ce que je peux juste aller acheter un café rapidement ?» J'ai tellement soif depuis un moment. Il a affirmé que la police à l'entrée de l'aéroport ne me laisserait pas entrer, peu importe mes efforts, et que le mieux était de monter dans la voiture. J'ai insisté, disant que je voulais juste essayer d'entrer, car j'avais vraiment soif, et ma voix s'est mise à trembler de peur, ce qui, heureusement, pouvait passer pour de la soif. Ses amis lui ont alors dit de me rendre mon billet d'embarquement et de me laisser tenter. Il me l'a rendu et m'a fait promettre que je reviendrais après avoir bu mon café. Évidemment, j'ai accepté et lui ai adressé un sourire charmeur en attrapant mon billet avant de m'éloigner rapidement vers le terminal. Bien sûr, je ne voulais pas paraître trop affolé, car ils auraient pu facilement me rattraper et me plaquer au sol. De plus, il était possible que la police soit de mèche avec eux et m'empêche d'entrer. Heureusement, j'ai atteint l'entrée du terminal et montré mon billet à l'agent de sécurité.
Je lui ai demandé si je pouvais entrer juste pour en être certain. Il m'a répondu « Bien sûr, ton vol part d'ici » et il m'a dirigé vers la salle d'embarquement. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant de toute ma vie. J'ai respiré un grand coup en montant l'escalator et en passant le contrôle de sécurité, sachant que la bande ne pourrait pas me suivre. Il devait être environ 4 heures du matin à ce moment-là, et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas compris l'hindi. Encore aujourd'hui, je frissonne en y repensant. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir informé la police une fois entré. Je pense que mes nerfs ont pris le dessus et que je me méfiais de tout le monde. En plus, probablement que les policiers indiens n'auraient pas fait grand-chose pour m'aider. Ils m'auraient sans doute juste dit de rester calme et de continuer mon chemin. En janvier, j'ai voyagé à Washington, D.C. avec quelques amis très proches de la famille. Venant d'un petit village d'environ 11 000 habitants et n'ayant jamais été dans une ville aussi grande que D.C., j'étais terrifié à l'idée de me faire voler ou agresser. La télévision m'avait fait croire que les grandes villes étaient pleines de dangers, avec des rues bondées où ce genre d'incident était fréquent. Inutile de dire que j'ai été soulagé quand le voyage s'est terminé sans aucun problème de ce genre. À l'aéroport de D.C., notre vol de 6 heures du matin a été retardé, 3 ou 4 fois, à cause du mauvais temps. Lorsque nous sommes enfin arrivés à l'aéroport de Denver, dans le Colorado, il était environ minuit, ce qui nous a empêchés de conduire jusqu'à chez nous comme prévu ce soir-là. Je refuse d'utiliser les toilettes dans l'avion à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Alors, dès l'atterrissage, j'ai dû y aller, tout comme la mère de mon ami. Nous sommes donc allés aux toilettes ensemble. En sortant de la cabine, j'ai remarqué qu'une agente de sécurité se tenait maintenant près de la porte. Je n'avais pas entendu d'autres pas entrer dans les toilettes, qui étaient totalement vides, ce qui m'a un peu perturbé, mais m'a gardé sur mes gardes. L'aéroport désert me faisait peur. Alors, je me suis contenté de lui sourire et je suis allé me laver les mains. Environ 10 secondes plus tard, on a entendu la chasse d'eau d'un cabinet. Mais au lieu de voir sortir la mère de mon ami, c'est un homme à l'apparence inquiétante, portant un sweat noir à capuche, qui a émergé de la cabine. En voyant l'employé de l'aéroport, il a baissé la tête et est sorti rapidement des toilettes. Elle l'a suivi, lui rappelant que c'était clairement un espace réservé aux femmes. À ce moment-là, probablement à cause de l'épuisement, je n'ai pas trop réagi. Mais le lendemain, je me suis vraiment rendu compte de ce qui s'était passé. Un homme, avec un sweat noir à capuche, dans des toilettes pour femmes clairement signalées par une grande affiche, à minuit dans un aéroport pratiquement désert. Et surtout, il était entré sans faire le moindre bruit. C'est ça pour moi le plus terrifiant. Je ne pense même pas qu'il ait utilisé les toilettes. Il a probablement simplement tiré la chasse pour faire semblant. Je remercie mentalement cet agent de sécurité d'avoir été là. J'aurais très bien pu être kidnappé, agressé, voire pire. Il aurait certainement pu m'attaquer s'il n'avait pas été interrompu. Mais au moment même où j'ai levé les yeux vers lui, j'ai ressenti une énergie extrêmement inquiétante. Et il a clairement tenté d'éviter tout contact visuel. Je dois commencer cette histoire en disant qu'enfant, j'étais vraiment intelligent. À 18 mois, je connaissais toutes les paroles de « Il en faut peu pour être heureux » du livre de la jungle, et je les chantais pour les collègues de ma mère. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait appris quoi faire face à un inconnu. Juste que je ne devais pas leur parler. Je dois aussi dire qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, ma mère m'avait laissé me couper les cheveux très courts, comme ceux d'un garçon, car je refusais de porter quoi que ce soit de féminin. Et comme beaucoup d'enfants en bas âge, je n'étais pas très obéissante. Un jour, pour une raison que j'ignore, peut-être parce que mes parents étaient partis en voyage ou parce que nous devions récupérer quelqu'un, ma grand-mère m'a emmené à l'aéroport. C'était son jour de garde. Et cela s'est passé avant que les contrôles de sécurité ne deviennent aussi stricts. Nous étions près d'une porte d'embarquement, ou peut-être seulement dans le hall principal. J'étais toute petite, donc tout me paraissait immense. Désolé pour ce flou, j'étais jeune. Mais je me souviens très bien qu'à un moment, ma grand-mère m'a grondé parce que j'avais couru devant elle. Elle m'a dit de ne pas recommencer. 5 minutes plus tard, bien sûr, je le faisais encore.
J'ai couru vers un petit escalier de 3 ou 4 marches. Et soudain, un homme très grand m'a attrapé. Je me rappelle que son odeur était bizarre. Il avait une barbe sale, des cheveux blonds et des yeux effrayants. Il s'est mis à courir avec moi, et étrangement, je me souviens avoir été très calme, persuadé que ma grand-mère était là et ne laisserait personne me faire du mal. Elle a alors couru derrière lui plus vite que je ne l'avais jamais vu. Elle lui hurlait dessus de me reposer tout en le frappant avec son sac à main. Il lui a dit « Madame, calmez-vous, c'est mon fils. Le vôtre a dû s'échapper. » C'est alors que du haut de mes quelques années, j'ai dit « Je ne suis pas un garçon et tu n'es pas mon papa. Maintenant, repose-moi. » L'homme avait l'air choqué et un peu écœuré. Il m'a reposé rapidement au sol. Puis, il s'est enfui. Ma famille parle encore de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Est-il possible qu'il m'ait réellement prise pour son enfant? Ou était-ce un pédophile qui pensait avoir attrapé un petit garçon? Globalement, nous penchons tous pour la deuxième option, surtout à cause de son comportement. Il n'a pas dit un mot au début. Il m'a juste soulevé et a tenté de partir en courant. Et quand il a compris que j'étais une fille, il s'est enfui aussi vite que possible. S'il s'agissait d'un simple malentendu, il se serait probablement arrêté, aurait expliqué la situation et présenté ses excuses à ma grand-mère. Durant le semestre d'automne de ma 3e année d'université, j'ai étudié à l'étranger avec mon meilleur ami, à Florence. Nous nous sommes beaucoup amusés à explorer la ville, à voir des œuvres d'art éternelles, à faire la fête tous les soirs, à rencontrer de nouveaux amis, à voyager à travers le pays, et sans même nous en rendre compte, 4 mois s'étaient écoulés. Nous étions sur le chemin de l'aéroport pour notre vol de retour. La nuit précédente, une énorme tempête de neige s'était abattue, un phénomène rare en Italie. La ville, recouverte de blanc, brillait comme un rêve alors que je la traversais en voiture. Et je me souviens m'être senti incroyablement triste de devoir partir. Même s'il restait encore 5 jours avant Noël et que ma famille me manquait, je ne voulais rien de plus que rester à Florence pour toujours. Ce sentiment n'a duré qu'une 20aine de minutes. L'aéroport était en plein chaos, et en entrant, nous avons découvert que notre vol avait été annulé. Mon ami a commencé à pleurer, et ça a duré environ 13 heures. De 7 heures du matin à 20h30, pendant lesquelles nous sommes restés dans une file d'attente, interminable, pour essayer d'obtenir un autre vol. Finalement, on nous a donné des billets pour un nouveau vol. Mais il partait de Rome dans 3 jours. Étant donné que nous avions déjà rendu les clés de notre appartement et que tous nos autres amis étaient rentrés chez eux la veille, nous étions complètement bloqués. Mon ami était dans un état de panique totale à l'idée de ne pas pouvoir rentrer à temps pour Noël et il n'aidait en rien à prendre des décisions. J'ai donc décidé que la meilleure chose à faire était de prendre un train pour Rome et de passer les 2 prochaines nuits à l'aéroport. Après 7 heures d'un voyage épuisant en train, nous sommes finalement arrivés à l'aéroport de Rome et avons essayé de trouver un petit coin pour nous installer. Nous avons trouvé un espace entre une rampe pour personnes handicapées et le mur. La rambarde formait une sorte de barrière et créait un petit coin agréable et apparemment sûr pour nous replier. Éreintés, nous avons poussé nos valises tout au fond du coin et nous nous sommes adossés à elles. Une fois rassuré que mon ami allait bien, je me suis enroulé dans ma veste et je me suis endormi rapidement. Je me suis réveillé en sentant que quelqu'un tirait sur mon pied. Pensant que quelqu'un avait accidentellement buté contre moi, je n'ai pas réagi et je me suis blotti davantage dans ma veste. Moins de 30 secondes plus tard, j'ai entendu un homme chuchoter « Americano, Americano ». J'ai senti un nouveau tiraillement, puis je me suis levé d'un bond. J'ai vu mon meilleur ami debout, avec sa veste et ses valises à ses côtés, face à un Italien très séduisant. Il avait des cheveux poivre et sel, portait un costume sombre et une cravate couleur champagne. Il arborait un sourire éclatant, mais ses yeux, eux, ne souriaient pas. J'ai regardé mon ami, confus, en essayant de comprendre ce qui se passait, pourquoi il était debout avec cet homme. En regardant de nouveau l'homme, j'ai remarqué qu'il regardait sans cesse autour de lui, en direction du garde de sécurité près de la porte, à une 12aine de mètres de là. Son comportement a immédiatement allumé toutes les alarmes dans ma tête.
J'ai attrapé le bras de mon ami pour l'éloigner de lui. L'homme a saisi son autre bras et a commencé à parler très vite, disant qu'il travaillait pour l'aéroport et que les vols, au départ de Rome, allaient bientôt être annulés. Il nous a dit qu'il avait une voiture et qu'il pouvait nous emmener à Naples pour prendre un autre vol là-bas. Il a affirmé que mon ami américain avait déjà accepté de venir avec lui. Et que moi aussi je devrais venir. Americano, it's safe with me, disait-il. J'ai regardé mon ami droit dans les yeux et je lui ai dit en italien que nous n'étions pas intéressés et que nous allions attendre notre vol. La main toujours fermement accrochée au bras de mon ami, j'ai ramassé nos affaires et j'ai tenté de nous éloigner. L'homme a immédiatement bougé pour nous bloquer dans le coin. Ses yeux vides de toute humanité se sont plantés dans les miens alors qu'il disait « Americano, you will come with me ». Être acculé est une sensation étrange. Et avant cet instant, cela ne m'était jamais arrivé. Ma réaction a été immédiate, viscérale, presque animale, pleine de rage ou de peur ou des deux. Je me suis jeté sur cet homme, le frappant de mes 2 poings en plein estomac. Cela l'a clairement surpris et a coupé son souffle, car ses genoux ont fléchi et il est tombé au sol, entraînant mon ami avec lui. Dès qu'ils ont touché le sol, mon ami a commencé à crier. L'homme s'est relevé précipitamment pour s'enfuir, mais pas avant que le garde de sécurité posté près de la porte n'arrive jusqu'à lui. Sous l'effet de l'adrénaline, je n'arrêtais pas de répéter « Il essaie de nous prendre, il essaie de nous enlever ». Le garde s'est agenouillé sur le dos de l'homme, le maintenant au sol jusqu'à ce que d'autres agents arrivent. Ils l'ont ensuite soulevé du sol pour l'emmener, je suppose, dans une salle de détention de l'aéroport. Pendant qu'il l'éloignait, il m'a fixé du regard avec ses yeux vides et m'a souri faussement avant de murmurer « See you soon, Americano ». Dès qu'il a disparu de mon champ de vision, je me suis effondré en sanglots. J'étais totalement épuisé, terrifié, et surtout profondément en colère que mon ami ait accepté de partir avec cet homme, qu'il ait pensé que c'était une bonne idée de monter dans la voiture d'un inconnu. Il nous avait mis dans une situation d'un danger extrême. Quand je l'ai confronté à ce sujet, sa seule excuse a été « Je voulais juste rentrer à la maison à temps, pour Noël. Mais si nous avions été avec lui, je ne pense pas que nous serions rentrés pour un autre Noël. À cette époque, je vivais à Austin, au Texas, mais j'avais pris l'avion pour Los Angeles pour le week-end. Mes amis y organisent un festival de musique annuel dans un bar de motards, près de Joshua Tree. Un événement assez petit comparé à quelque chose comme Coachella, où la plupart des participants sont aussi des musiciens et où tout le monde se connaît. Nous avons donc beaucoup bu pendant environ 3 jours, voire plus. À la fin, j'étais complètement épuisé, vidé, et j'avais cruellement besoin de récupérer. Je prenais un vol de retour vers le Texas, de Los Angeles à Dallas, puis un court saut jusqu'à Austin. Je m'étais assis côté hublot, à gauche, là où il n'y a que 2 sièges. Dans l'allée, une femme d'âge moyen, tout à fait normale, le genre de maman texane typique, était installée. Nous avons échangé quelques mots polis, mais honnêtement, je n'avais envie de rien d'autre que de me replier contre le mur et dormir. Peu après le décollage, j'ai donc mis mes écouteurs et j'ai commencé à regarder un film sur mon iPod jusqu'à m'endormir. Pendant le film, j'ai cru remarquer qu'elle essayait de regarder par-dessus mon épaule, comme pour voir le film elle aussi, et qu'elle marmonnait quelque chose du genre « Oh, super, ne fais pas attention à moi ». Cela s'est produit plusieurs fois, mais je me suis convaincu que j'interprétais mal. Finalement, j'ai remarqué qu'elle écrivait frénétiquement dans un vieux livre relié en cuir, usé. Tout le livre était rempli de gribouillages illisibles, et chaque centimètre de marge semblait saturé de notes. En regardant de plus près, j'ai vu que c'était un exemplaire des Alcooliques Anonymes. Je me suis dit, bon, c'est juste quelqu'un qui a quelques problèmes. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à l'atterrissage à Dallas. Les passagers commençaient à sortir de l'avion, mais elle ne bougeait pas. Elle continuait à écrire comme une forcenée dans son livre. Comme je l'ai dit, j'étais épuisé, irritable, et je n'avais aucune patience pour quoi que ce soit qui prolonge ma présence dans cet avion. C'était notre tour de sortir, mais encore une fois, elle ne se levait pas. Les rangées derrière nous commençaient à avancer. Finalement, je lui ai dit
j'ai une correspondance à attraper. Il faut que je passe, en me levant et en lui montrant l'allée. Elle a ri, secoué la tête, m'a regardé et a dit « Oh non, tu ne vas nulle part ». J'étais complètement confus. Mon esprit s'est réveillé d'un coup. Je lui ai répondu « Je t'assure que si, je vais quelque part. Je descends de cet avion maintenant ». Elle a de nouveau secoué la tête et dit « Mais tu m'as promis que tu ne me quitterais jamais ». À ce moment-là, d'autres passagers observaient aussi la scène, aussi perdus que moi. J'ai échangé un regard avec certaines personnes, du genre « Vous croyez à ça ?» Puis je me suis faufilé hors de la rangée en disant « Non, non, je n'ai certainement jamais dit ça. Je pars maintenant. » Pendant que je m'éloignais, elle a soupiré. « Eh bien, je suppose que je dois venir avec toi. » Et à ce moment-là, elle s'est levée derrière moi, laissant derrière elle son sac, son livre, toutes ses affaires. Elle m'a suivi à travers tout le tunnel, le terminal, jusqu'à l'escalator. Cette femme me suivait à la trace, le sourire figé, presque délirant. Je marchais vite, mais elle était toujours juste derrière moi. Je ne disais rien au début. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait ce jour-là, de tous les jours. Je ne voulais vraiment pas avoir à gérer l'effondrement mental d'une inconnue, alors que j'étais déjà au bout du rouleau. Finalement, nous sommes arrivés dans la zone d'attente du monorail menant au terminal, où se trouvait mon prochain vol. Elle s'est arrêtée juste à côté de moi, toujours en souriant. C'est là que je lui ai dit « Bon, sérieusement, pourquoi est-ce que tu me suis comme ça ?» Et sa réponse « Parce que je t'aime, et tu as promis que jamais nous ne serions séparés. » J'ai ri nerveusement, et j'ai regardé autour de moi, vers les autres voyageurs qui attendaient eux aussi. Je me suis assuré de dire bien fort « Non, je n'ai jamais promis ça. Je ne sais même pas qui vous êtes. » Le train est arrivé. Je suis monté à bord, et évidemment, elle aussi. Elle a alors essayé de me prendre la main. Je me suis déplacé dans le petit wagon du train, en lui échappant, pendant que j'envoyais un message à la fille que je fréquentais, à l'époque pour lui, raconter ce qui se passait et à quel point cette femme me faisait peur. Mon téléphone était à 1%, et il s'est éteint avant que je puisse recevoir une réponse. Et là, je commençais vraiment à paniquer. Cette femme, ses yeux étaient vides, il n'y avait rien dans son regard. Elle ne clignait presque jamais des yeux, et avec son sourire figé, elle me convainquait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'elle ne bascule complètement et ne me poignarde, ou ne me pousse dans un escalier ou quelque chose du genre. Elle continuait à me suivre dans le petit wagon, toujours en essayant de me tenir la main, et j'ai alors annoncé aux autres passagers autour de moi « Je n'ai aucune idée de qui est cette femme. » Sérieusement, quelqu'un peut appeler la sécurité ou quoi? Mais personne n'a répondu. Tout le monde gardait le silence. Personne d'autre ne voulait s'en mêler. Et à ce moment-là, je me suis senti comme le fou. Celui qui criait des choses au hasard, dans un train rempli d'étrangers. Nous sommes enfin arrivés à l'autre terminal. J'ai presque couru jusqu'à ma porte d'embarquement. Avec elle juste derrière moi, répétant encore « Tu ne peux pas m'échapper cette fois ». J'ai scanné rapidement la foule à la porte. J'ai vu une femme qui portait ce qui semblait être un uniforme de police. Et je lui ai dit « Excusez-moi, êtes-vous agent de sécurité ou de la police ?» Vous voyez cette femme, mais elle a simplement secoué la tête, comme si elle ne voulait pas s'impliquer. Tout le monde autour de nous faisait de son mieux pour nous ignorer. Tu serais surpris de voir à quel point il est difficile de trouver un agent de sécurité ou un policier dans un fichu aéroport quand tu en as réellement besoin. Finalement, je me suis approché du comptoir d'embarquement. Sans aucune honte, j'ai interrompu les gens qui s'y trouvaient en tentant de garder mon calme. J'ai forcé un sourire et expliqué « Bonjour, voilà, cette femme-là juste à côté de moi. Je ne sais absolument pas qui elle est et elle me suit depuis un bon moment. » Les deux agents derrière le comptoir ont ri. L'un d'eux, un homme, a lancé une blague. « Longues vacances, hein? Oui, sérieusement, que puis-je faire pour vous ?» La femme folle a ri avec eux, levant les yeux au ciel comme si j'étais en train d'inventer tout ça. J'ai ri nerveusement, secoué la tête et dit « Non, sérieusement, je n'ai aucune idée de qui est cette femme. » Ils ont finalement vu la panique dans mon regard et entendu le sérieux dans ma voix. Leurs sourires ont disparu. Ils m'ont demandé « Puis-je voir votre carte d'embarquement ?»
Je leur ai tendu. Elle a sorti la sienne de sa poche. Pendant que je continuais à expliquer qu'elle avait été sur mon vol précédent, qu'elle avait même laissé son sac dans l'avion, dans un autre terminal complètement. Les agents se sont alors écartés un moment, parlant à voix basse, passant quelques coups de téléphone. Pendant ce temps, j'ignorais totalement la femme, repoussant une fois de plus sa main quand elle essayait de saisir la mienne pour la 100e fois. Après une minute ou deux, ils sont revenus et ont simplement dit « Venez avec nous ». Ils m'ont immédiatement emmené à travers la porte d'embarquement, l'ont fermée juste devant le visage de ma poursuivante et m'ont fait monter dans l'avion. 10 bonnes minutes avant tout autre passager. Un flot de membres du personnel est ensuite passé un à un, chacun me présentant des excuses. Puis le reste des passagers est monté à bord. Beaucoup m'ont lancé des regards en passant. Par ma rangée, certains pleins de sympathie, d'autres de pure confusion. L'homme assis derrière moi m'a demandé « Hé mec, qu'est-ce que c'était que ça ?» Je lui ai raconté une version abrégée. Il m'a alors dit que, dès qu'il m'avait laissé monter dans l'avion, elle avait complètement craqué. Elle hurlait, s'arrachait les cheveux, tapait des pieds. Ils avaient dû l'emmener menottée. « Tu ne la connaissais vraiment pas ?» m'a-t-il demandé. « Non, lui ai-je répondu. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Et encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui se passait réellement avec cette femme. Je n'en ai jamais su plus. Je n'ai jamais su qui elle était, ni pourquoi elle pensait que je lui avais fait une quelconque promesse. Et encore moins une promesse d'amour éternel ou de compagnie à vie. Je n'ai raconté cette histoire qu'à très peu d'amis, parce qu'elle semble tout simplement trop incroyable pour être vraie.